Sébastien a 16 ans d'expérience en apiculture. Une année, un oubli lui a fait perdre l'intégralité de ses ruches et il a tout de même recommencé l'apiculture. Sébastien a été également technicien sanitaire apicole, TSA, pendant quelques années. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture. Dans cet épisode, j'interviewe Sébastien. Il est apiculteur en Savoie et il a environ 10 ruches. Sébastien nous partage son expérience, notamment concernant la gestion sanitaire des cadres des ruches, la capture d'essaims et également pourquoi il a perdu l'intégralité de ses ruches pendant l'hiver. Bonne écoute. Sébastien, bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Sébastien, je pratique l'apiculture depuis 16 ans. Depuis tes 16 ans ou depuis 16 années ? Non, depuis 16 années. En fait, j'ai vécu longtemps en région parisienne. Quand j'avais déjà envie de pratiquer l'apiculture, j'ai pas pu. Quand j'ai démarré de nager dans la région, je me suis rapproché de la région. J'ai commencé, donc au début, j'ai essayé de placer des ruchettes pièges pour attraper des essaims. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis, quand je suis arrivé en Savoie, je suis directement passé par les ruchers écoles et j'ai appris sur place. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé l'apiculture. Voilà. Actuellement, j'ai 8 colonies. Avec que des reines de l'année, sur des essaims que j'ai pu récupérer. J'ai élevé les reines et je les ai remplacées. Et puis je passe doucement sur de la buckfast. Voilà. Là, parce que pour l'instant, tu es sur de la noix ? Alors pour l'instant, c'est de la mitigée cochon d'Inde. Il y a un petit peu de tout. Elles sont hybrides. Mais je souhaite réduire le plus possible la part de vraiment noir que je peux avoir. Par commodité principalement, en apiculture, c'est si on veut pouvoir produire un peu, pas passer son temps à courir après des essaims et faire du miel, ce qui est une bonne activité en apiculture. Je préfère choisir mes variétés d'abeilles, mes races d'abeilles. Voilà. Et pour revenir un peu à l'origine de l'apiculture, est-ce que tu arriverais un peu à estimer quand l'apiculture a vraiment suscité ton intérêt ? Est-ce que c'est une période de l'enfance ou... Dans l'adolescence, je sais que je m'étais posé la question. Et puis ça a été mis de côté pendant des années. Voilà. Mais oui, on va dire oui, vers l'adolescence, je m'y suis intéressé sans pouvoir le pratiquer. Et après, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de le faire. Quel était le déclic ? Est-ce que tu avais un terrain et tu t'es dit c'est bon, je peux me lancer ? J'ai récupéré une ruche, je ne sais plus comment. Et oui, j'ai pu la mettre chez mes beaux-parents. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il y avait des cours dans un rucher école. J'ai partagé un terrain avec un autre élève du rucher. On était devenus copains, il m'a hébergé. Et je m'occupais en même temps, il ne pouvait pas y être tout le temps. Donc je m'occupais en même temps un petit peu de ses colonies. Et puis ça a commencé comme ça jusqu'à... voilà. À un moment donné, j'ai développé pas mal mon rucher. Je suis remonté jusqu'à 16 colonies. 16 ou 17 colonies. Et voilà. Après, c'est devenu compliqué, je manquais de place. Mais pour le moment, je reste à un petit volume, moins de 10 ruches.
on verra. Aux alentours d'une dizaine de ruches pour le moment. Ok. Voilà. Donc tu m'as dit que tu avais appris en rucher école, tu as fait un cycle pendant l'année? Ah, j'y suis resté. Alors, j'ai essayé les 2 ruchers école du bassin chambérien. Alors, de façon tout à fait fortuite, hein, j'avais découvert un rucher qui était le rucher école qui était à la Motte et en fait qui était relativement loin de chez moi. Et un an et demi après, je me suis aperçu qu'en fait j'en avais un à 100 mètres de chez moi. Et je me suis dit que c'était quand même plus pratique d'y aller à pied. Donc voilà, pour cette simple raison technique, hein, j'ai changé de rucher. Mais ça a permis de voir différentes façons de pratiquer aussi et c'était intéressant. Voilà. Par la suite, j'ai suivi la formation d'agent sanitaire. Qu'on appelle TSA, technicien sanitaire apicole. Maintenant, oui. Ouais. Ouais. Avant, ça s'appelait juste agent sanitaire. C'était juste agent sanitaire. Du coup, moi, effectivement, j'ai le diplôme technicien apicole. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur le rôle du technicien apicole? À quel moment tu interviens? À qui est-ce que tu réfères? Enfin, à qui tu réfères? Est-ce que je interviens sur des visites qui sont régulières sur les adhérents du GDSA. Pris un petit peu dans un nombre de ruchers à visiter par an. Les gens sont pas obligés s'ils le souhaitent, s'ils préfèrent rester dans leur coin, il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là, sauf si il y a une maladie à déclaration obligatoire qui est identifiée dans leur périmètre. À ce moment-là, c'est la DDCSPP qui mandate les techniciens apicoles pour aller faire les visites de ruchers, qui restent de mémoire, si ça n'a pas changé, puisque je ne suis plus agent sanitaire, sur les particuliers. Les professionnels, c'est une autre filière, ou ça l'était. Alors, DDCSPP, c'était département... C'est direction... je ne sais plus exactement, l'acronyme est trop long pour que je m'en souvienne. En tout cas, c'est rattaché au ministère de l'Agriculture. Je suppose, c'est les anciennes affaires vétérinaires. C'est direction... Je ne sais plus. Okay. Je trouverai que tu regardes. Et en fait, quand tu allais faire tes visites, c'était soit on pouvait te solliciter, un apiculteur te sollicitait. Oui, il y en avait qui demandaient j'ai eu des appels d'apiculteurs pour qu'on vienne. Ils avaient des soucis sur leur rucher et ils voulaient qu'on vienne les aider. Pendant ma formation, il y avait une personne qui avait des mortalités inexpliquées sur ses colonies, avec, c'est vrai, des tremblements de ses abeilles sur les planches d'envol. Donc on l'a avec l'agent sanitaire référent qui m'encadrait, on a fait des prélèvements, on les a donnés au labo. On n'avait rien trouvé de particulier à cette époque-là, de mémoire, en tout cas de rien de décelable. Voilà. Et donc tu peux intervenir en semaine ou en week-end, suivant l'agenda des uns et des autres? Oui, suivant son agenda et puis suivant l'agenda de la personne chez qui on va. Il n'y a pas de... C'est pas la police qui débarque. Oui, non, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes, sauf cas effectivement d'une maladie à déclaration obligatoire. Mais si une personne ne veut pas qu'un agent sanitaire aille chez elle, dans ce cas-là, c'est un agent de la DDCSPP qui se déplace. En tout cas, c'était comme ça dans le temps. Et ton rôle, c'était bénévole? Il y a une indemnité. Oui, une indemnité de déplacement. Oui, c'est pas un salaire, c'est une indemnité qui est liée entre autres au déplacement. Ouais. D'accord. Voilà. Pour service rendu.
Et après, c'est un mandat dont tu as un diplôme et c'est un mandat que tu fais tous les... Il n'y a pas de mandat, engagement, c'est jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter. Voilà. Il y en a qui le sont depuis des années, qui continuent, mais il n'y a pas de... voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est, ça fait de nombreuses années que j'ai arrêté. Et je ne saurais pas du tout dire ce que c'est devenu, comment est l'organisation actuelle. D'accord. Vraiment aucune idée. Par rapport au temps que tu passes actuellement sur ton rucher, donc tu as vu les ruches, alors, comment tu t'organises? En pleine saison, ça va être... c'est assez variable. Je pense que c'est au moins 2 heures par semaine. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé dessus cette année. Oui, on va dire environ 2 heures. Mais là, tu vois, on a le frelon asiatique qui est arrivé. On peut se dire qu'en cette saison, on va réduire la cadence. Et en fait, va falloir agir. Et du coup, c'est pas... il va y avoir encore beaucoup de temps à y consacrer, à une période où là, j'ai fini mes traitements, je nourris, je fais une surveillance normale pour la saison. On aurait pu estimer que c'était suffisant, mais là, non. Donc ça va être encore... un petit peu de temps à y penser, mais c'est aussi du plaisir. Environ 2 heures par semaine. Oui, là, ça a été à peu près ça. Je pense que ça peut être moins, mais en même temps, quand on a un rucher, on a envie d'y aller. Le plaisir d'y passer, de les entendre, de les voir, d'avoir l'odeur, de sentir cette odeur caractéristique quand on ouvre une colonie. Même si c'est juste pour jeter un coup d'œil, pas une vraie visite, mais ouvrir, regarder le dessus des cadres pour estimer la population, estimer si elle rentre suffisamment de nectar ou pas. Voilà, la sous-peser. Dans un premier temps, ça peut suffire, il n'y a pas forcément besoin de plus. Et puis là, moi, je me retrouve du coup avec... aussi l'avantage de sélectionner ces reines avec des colonies qui sont très peu, voire pas du tout agressives. Si je me fais piquer, c'est que je m'en suis coincé une entre les doigts. Il n'y a pas de... on peut être tout à fait à côté, visiter le rucher, tu vois. Il y aura eu une vraiment noire dans le lot... on ne s'en serait pas approché comme ça. Alors c'est bien aussi, hein, mais ça sera peut-être d'ailleurs très bien avec le frelon asiatique. C'est ce que je disais aussi. On va peut-être changer de politique dans quelques années. Mais oui, il va peut-être falloir des abeilles agressives, effectivement, pour qu'elles puissent se protéger. On verra. Et là, tu m'as dit que tu as fait ton traitement. Tu as fait quoi comme type de traitement? Alors, comme j'ai beaucoup travaillé cette année sur le développement du rucher, je me retrouve avec des colonies qui sont sur les ruches du cadre. Elles doivent être sur 8-9 pour la majorité. Et sinon, j'ai des ruchettes. Donc, je suis resté sur du traitement Apivar standard pour là, et je ferai un traitement acide oxalique en hiver. En hiver, voilà. Ouais. Je ferai un traitement cet hiver à l'acide oxalique. Pour en avoir un peu discuté, l'engagement avec l'apiculteur pro, ce que j'ai lu, c'est parfois la reprise de ponte est quand même compliquée. Je ne vois pas forcément faire ça. Après, il y a un apiculteur du côté de Montmélian, je crois, qui a mis une technique au point que du coup je n'ai pas utilisé là, et pour faire un traitement à l'acide oxalique ou bien du Varomède qui aura le même usage, il supprime le couvain à la fourchette, il ouvre tout le couvain. Donc il fait ça fin juillet début août apparemment.
il gratte tout le couvain à la fourchette, il se retrouve hors couvain et il fait son traitement à l'acide oxalique. En fait, il en fait 2, il fait plus que ça. Je pense que c'est pas une... Enfin, j'ai utilisé les bandes d'Apivar cette année parce que je sais m'en servir et que comme j'ai redéveloppé mon rucher, j'allais pas me mettre à gratter les cadres de couvain puisque j'ai besoin des abeilles. La saison est en plus extrêmement compliquée là, je trouve. Quand même, les mois de sécheresse sont accumulés. Les nourritures, la nourriture, il y en a quand même de moins en moins. Ça se voit. Ceux qui avaient mis moi, j'ai pas mis de hausse du coup cette année puisque j'ai redéveloppé mon rucher. Ceux qui ont mis les hausses ont quasiment tous dit qu'elles redescendaient le miel dans la colonie et elles ont quand même pas mal consommé. Donc ça va être ceux qui n'auront pas nourri à une période où d'habitude on peut s'abstenir de nourrir, vont peut-être avoir un hiver difficile à passer. Enfin, pas, mais leur colonie peut-être bien, oui. Ça fait partie des choses compliquées. Du coup, je suis resté sur une technique que je connaissais. Et je ferai un traitement soit acide oxalique, soit Varromed cet hiver, puisque la fonction sera la même, et c'est de l'application hors couvain. Donc voilà. L'autre point que je ferai sur l'usage du Varromed, c'est quand je récupérerai des essaims. Maintenant, je traiterai directement l'essaim pour gagner un tour. Puisque pour l'avoir vu, les abeilles peuvent arriver avec le varroa sur le dos directement. Donc, quand elles essaiment, le varroa prend ses bagages avec les abeilles et lui aussi va dans une nouvelle colonie. C'est pas mal de traiter au Varromed dès le début parce que surtout tu récupères un essaim, bon du coup elles n'ont pas eu le temps de construire ou de pépon, donc elles sont hors couvain en fait. T'es hors couvain, donc, elles sont toutes en boule les unes sur les autres, donc c'est je pense une bonne méthode. Le Varromed, ça fait des années que ça existe et je l'ai utilisé à mes débuts en apiculture et ça marchait bien. J'ai essayé plein de choses. Je voulais pas forcément utiliser des bandes d'Apivar. Donc j'ai utilisé le Thymol dont on parlait tout à l'heure. Mais le Thymol, les petites plaques là, à découper, à mettre sur le haut des cadres quand tu as le temps, quand elle te laisse le temps de poser, quand tu as posé le premier, les 3 autres morceaux ou les 4 autres morceaux, le Thymol ça sent très fort et elles n'aiment pas ça du tout. Donc ça peut vite devenir un moment pénible. D'accord. Je pensais pas que c'était si compliqué en application. Je pense que ça dépend des colonies, de l'agressivité de la colonie, mais ça sent très très fort et elle n'aime pas ça du tout. Donc, d'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu as commencé l'apiculture depuis 16 ans et tu as recommencé. Oui. Parce que tu as eu un arrêt, tu as eu un début. Alors j'ai eu un arrêt au moment du Covid. Pour des raisons personnelles ou oui, enfin les difficultés de la vie à ce moment-là. Je me suis occupé de mes colonies et arrivé à la fin de l'été, j'avais préparé mes colonies à hiverner et j'ai oublié de les traiter contre le varroa et ça m'est complètement sorti de la tête pour m'apercevoir au printemps que je n'avais plus une seule colonie. Ça ne m'était jamais arrivé. En 16 ans, j'avais jamais perdu de colonie à ce point-là, même avec mes essais de débutants. Du coup, ça a été, je me suis posé beaucoup de questions, ça a été un choc.
un grand silence aussi, difficile à vivre au rucher. Et il m'a fallu un petit moment d'introspection, remettre un petit peu de tout ça, et après j'ai passé une saison sans abeilles, et j'ai recommencé après. Merci de le partager, parce que c'est vrai que tu te dis, il y a pas une sorte d'ego, ils ont quand même, ça va faire, enfin, donc il y a 2 ans, donc c'était il y a 14 ans que tu pratiquais, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Oui. Donc t'as une partie d'orgueil là, et de dire. Il y a beaucoup de. Alors, j'ai pensé à des raisons. C'était tellement improbable que j'ai pensé à des raisons exogènes en premier. Et puis pour finalement prendre le temps de réfléchir et de se dire, ah oui, mais ça j'ai oublié, ah oui, mais ça je l'ai pas fait, ah oui, mais. Et bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu le Covid, j'aurais fait ce qu'il fallait. Mais cette année-là, ça a été aussi un concours de circonstances, parce que j'avais décidé de réduire un peu la voilure des colonies. Donc j'avais plus énormément de colonies. Et je devais en avoir 6, quelque chose comme ça. Et effectivement, d'un seul coup, on peut vite tout perdre. Donc, il faut. Les vieux apiculteurs m'avaient appris une espèce de règle, une règle des tiers, avec une colonie qui travaille, un tiers qui travaille, un tiers qui se développe et un tiers qui fout rien. C'est vrai que ça peut se trouver assez vrai. Après, dans le temps, avec l'expérience, le dernier tiers qui fout rien, quand une reine dans une colonie ne va pas, ce sont les abeilles qui décident de l'éliminer. Quand un apiculteur voit qu'une colonie, curieusement, quand les autres rentrent plein de nectar et qu'il y en a une, il y a plein d'abeilles, mais qu'il y a désespérément rien dedans, c'est que c'est une colonie qui ne sait pas stocker sa nourriture. Alors, est-ce qu'on attend l'hiver qu'elle meure, ou elle ne mourra pas parce qu'on va la nourrir? On va la nourrir au sirop, on va la nourrir au candy, en espérant que l'année d'après ça marche mieux. L'année d'après ça marche pas forcément mieux. Et puis si c'est une qu'on a récupérée, il y a de fortes chances que de toute façon le printemps d'après ça réessaime et qu'on se retrouve avec une demi-colonie. Donc je pense qu'il faut avoir le même comportement que les abeilles et éliminer les reines qui produisent des abeilles qui ne sont pas faites pour survivre. Du coup, c'est le parti aussi que j'ai pris au fur et à mesure du temps et de l'expérience. Je me souviendrai toujours que ma première reine, elle a dû durer 5 ans, je pense. Je lui avais fait faire des essaims, j'avais fait faire des colonies, et puis au bout de 3 ans, je l'avais mise dans une ruchette, et puis après j'ai resserré les cadres dans la ruchette, et puis arrivé ce qui devait arriver. Mais elle a duré longtemps. À la fin, c'est sûr qu'en réduisant la surface de ponte, elle a pu durer de plus longtemps comme ça. Mais c'est bon, elle a été la mère de plusieurs colonies par la suite. Impressionnant. Mais oui, elle a dû mourir sa 5e année, quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que c'est... celle-là, elle avait duré, elle a développé des colonies, sur des colonies qui, de mémoire, quand même, produisaient. Voilà, maintenant, je pense que sur des colonies, si on veut que les abeilles, enfin, les insectes dans leur ensemble, et les abeilles qui sont nos animaux d'élevage, parce qu'il faut...
l'apiculture, c'est, même si on avait une pratique ancestrale un peu sauvage, malheureusement, on ne peut plus l'avoir. Je discutais avec un jeune apiculteur qui se plaignait que son père laissait faire, il faisait tout comme dans le temps, et malheureusement, on ne peut plus se permettre ce genre de choses, qui dans une région va avoir la production agricole qui utilisera des pesticides et des insecticides. On a le varroa, le petit coléoptère, le réchauffement climatique. Parce que pour trouver une fleur, il y en a quelques-unes quand même qui ont réussi à résister à la sécheresse. Les abeilles réussissent à rentrer au moins un peu de pollen, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, mais du nectar, le tilleul ici, il n'a rien donné. Elles n'ont pas rentré de nectar quand c'était le tilleul. Donc, on ne peut plus laisser faire. Laisser faire, c'est détruire ces colonies. Alors après, c'est un choix, mais des abeilles qui seraient dans un mur et qui vivraient ou qui se remerraient, qui disparaîtraient sans que forcément on le sache, ce sont des abeilles dites sauvages. Maintenant, si on décide d'avoir une action sur elles et de les mettre dans des ruches, faut assumer ce choix et en prendre soin. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. On peut plus se permettre de laisser faire. Trop de maladies qui sont arrivées, trop d'éléments extérieurs. Comment était l'apiculture avant l'arrivée du varroa? Comment était l'apiculture avant le frelon asiatique? Je me disais que c'était juste... C'est Jean Riondel, tu le connais? Qui a écrit plusieurs bouquins sur l'apiculture. Ça me dit, oui, quelque chose. Le nom, je ne reconnais plus le personnage. Mais oui. Lui me disait qu'avant, les apiculteurs étaient des cueilleurs de miel, en fait. Parce qu'ils faisaient dans la ruche, ils prenaient le miel. Mais... Alors que là, c'est beaucoup plus technique. Il y a une gestion sanitaire beaucoup plus importante. Ouais. Aujourd'hui, alors parmi les choses qui, pendant la période dans laquelle j'ai été agent sanitaire, qui m'a toujours surpris, c'est qu'en fait, cette formation d'agent sanitaire, tous les apiculteurs devraient la suivre en fait. C'est parce que de toute façon, le seul traitement autorisé sur les ruches, c'est le traitement anti-varroa. Il n'y a aucune raison que les apiculteurs, qui de toute façon vont traiter leurs ruches, c'est personne d'autre qui va les... Enfin, voilà, pas une personne extérieure qui vient placer les bandes d'apivars dans les colonies. Il serait donc normal que n'importe quel apiculteur ait l'ensemble des connaissances concernant les maladies de la ruche. Et ça serait bien plus simple que ça soit comme ça, et bien plus efficace. Mais Et justement, elle dure combien de temps cette formation d'agent sanitaire? Alors ça dépend de mes mots. Alors moi, elle a duré 2 ans parce qu'il y a une partie d'accompagnement sur site, et elle est plus courte, elle peut être que d'1 an si on suit une formation en salle. Et sauf cette formation à l'époque n'était pas tout le temps, et j'ai eu une mais j'en ai quand même bénéficié, formation très intéressante avec des vétérinaires, formation, et il y a une formation pratique, et il y a des cycles de conférences également organisés par les GDSA. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde se forme à ça. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les agents sanitaires. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est technique. C'est forcément moins poétique que de se dire qu'on place une ruchette
une ruche dans un coin et puis qu'on laisse faire les abeilles, c'est sûr que c'est moins poétique. Mais voilà, je pense que c'est quand même utile de savoir reconnaître si ces animaux sont malades et savoir quoi faire derrière. Je pense que c'est quand même important. Justement, on va aborder une autre question par rapport à ta pratique de l'apiculture. Oui. Comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure des années? Et surtout dernièrement. Elle a commencé avec une volonté de faire de l'apiculture plutôt bio, pour me poser beaucoup de questions sur le bio en apiculture, et je dois avouer que ça me laisse assez sceptique. Si on était logique, le bio va s'appliquer aux produits de la ruche, donc au miel. Sauf que s'il y a bien une chose que l'apiculteur ne va pas contrôler, c'est ce que les abeilles vont butiner. Et dans ce cas-là, faire du bio, ça me laisse sceptique. Voilà. Je suis pas derrière mes abeilles pour savoir ce qu'elles butinent et leur dire non, ça faut pas butiner, c'est pas bio. Donc voilà. Après, avoir une démarche respectueuse des abeilles, de leur confort, des interventions qu'on peut avoir sur les colonies, je pense que la majorité des apiculteurs l'ont, même les apiculteurs professionnels. Après, le bio en apiculture, j'ai un doute. J'ai un doute. D'accord. Voilà, parce que pour toi, il peut toujours y avoir des traces de traitement dans... Bah oui. Oui. Pas, si on le sait pas, même un apiculteur qui veut vraiment qui veut bien faire les choses, si je sais pas moi, il se trouve en plaine et que d'un seul coup, il y a un agriculteur qui décide de faire, je sais pas, un champ de colza traité, ça se traite le colza? Je sais pas. Bref, peu importe, c'est un exemple, tout se traite. Il est possible, il y pourra rien, il se retrouvera avec possiblement des traces non désirées et non désirables dans son miel, même s'il est bio. Je suis sûr qu'il y a un des critères dans l'apiculture bio, c'est que les champs environnants, justement, soient déclarés comme étant... ouais, mais bon, ça, à mon avis, bon courage. Ouais, on va bien tout vérifier, oui. Ouais. C'est, voilà. Mais bien s'occuper de ses abeilles, c'est je pense, important. Je refaisais des recherches sur le traitement des cadres en apiculture. Et par exemple, il n'est pas autorisé de nettoyer ces cadres avec une solution à l'eau de javel. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut trouver, alors on peut utiliser, je ne sais pas si c'est utilisé, mais si c'est autorisé, mais dans ce cas-là, une lessive de soude, il faut voir si c'est autorisé, ça marchera sûrement tout aussi bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi autoriser la soude et pas autoriser la javel? Je répète, je ne sais pas si la soude est autorisée. En bio? En bio, oui. Lessive de soude. Maintenant, est-ce que c'est une meilleure idée de laisser, si on réutilise ces cadres, de laisser sur les cadres d'éventuelles maladies, des problèmes fongiques, que sais-je, à l'intérieur de sa colonie, tout ça parce qu'on a décidé qu'on faisait du bio. J'en suis pas sûr. Oui, justement, tu veux m'en parler de la gestion des cadres. La gestion des cadres, alors moi je l'ai sur 2 ruchers écoles, je ne l'ai pas vu. Ça ne veut pas dire que ça ne se fasse pas ailleurs. Et qu'il ne le fasse pas maintenant, mais même si je l'ai vu faire au rucher où les vieux cadres, on les mettait à
à fondre dans le sérificateur solaire. Je pense que c'est important d'insister sur l'hygiène des cadres. Les cires, c'est du gras stock, peuvent stocker tout un tas de polluants, peuvent stocker des maladies, des champignons, des moisissures, peuvent être stockés dans les cadres, sans même parler des teignes qui peuvent être présentes dedans. C'est vraiment important de trouver une méthode, peu importe laquelle. Moi, j'applique une qui est finalement assez facile et peu chronophage, qui est celle du sérificateur solaire. Maintenant, j'ai pas un volume de cadre il me faut pas j'ai pas 300 ruches et j'ai pas besoin d'une chaudière pour dessirer les cadres. Donc, mais je pense que c'est important dès le début de l'apiculture, d'un jeune apiculteur, parmi les choses qu'il devrait acheter rapidement juste après son extracteur, c'est quelque chose pour nettoyer ses cadres de façon efficace. Voilà. Ça va être aussi bien... Ah oui, le brûleur. Oui, un peu. Ouais. Oui. Alors, oui, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas. Même passer des cadres... Les teignes, par exemple, vont dans le haut de la baguette de tes cadres. T'as la fissure, là, la fente pour coller ta cire. Les œufs d'éteigne se mettent là, ou elles se mettent dans les trous qui servent à passer les fils. Et tu peux passer un coup de flamme dessus, si elles sont bien à l'abri au milieu du bois, ou sur des cadres déjà bâtis, ça aura aucun impact sur elles. Donc c'est quand on les traite, quand on les cire, il faut trouver une méthode. Il y en a plusieurs. Il y a les traitements à la lessive Saint-Marc pour pas la citer, mais faire chauffer l'eau et puis voilà, ça nettoie. Et après tu mets ton cadre combien de temps? Ouais, tu mets les cadres une dizaine de minutes, je crois. Ok. Voilà, ce que j'ai vu, c'est ça se fait dans des bidons avec dans des gros fûts ouverts, chauffés par le dessous, et une grosse lessiveuse. Et puis ça se traite par botte. Et après, on passe les cadres au nettoyeur haute pression. Et c'est une méthode. Je sais qu'il y en a qui traitent leurs cadres à l'eau de javel, ce qui a l'avantage par la suite de blanchir le bois et de se retrouver avec des cadres pour le coup tout propres également. Et c'est bien aussi, mais je pense que c'est indispensable. Maintenant, le sérificateur, on laisse en plein soleil des cadres, des journées bien chaudes, la température doit être au moins 90 degrés derrière la vitre. Une journée à 90 degrés, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose qui résiste bien, mais voilà, on peut toujours faire mieux. Je pense que c'est le minimum. Et ça fait partie des... Si je devais donner des conseils à de jeunes apiculteurs, ça serait de bien faire attention à sa gestion sanitaire des cadres, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qui peut abîmer nos colonies, d'où viennent les teignes. Une teigne, en fait, il y en a une, elle a pondu, on ne l'a pas vue, et on réutilise le cadre l'année d'après, et puis tiens, il y a des teignes dans cette ruche, comment ça se fait? Donc il faut absolument être attentif à ça, et puis faire bien sûr sa rotation de cadre normale, mais derrière considérer que le cadre, lui, a besoin d'un entretien, d'un petit lifting, et puis c'est l'occasion de récupérer de la cire,
de faire son propre cirage, de faire sa cire pour les meubles. Voilà, il y a plein d'usages. Il y a plein d'usages. On peut faire des bougies, faire ce qu'on veut, mais voilà, ça fait partie des choses qui, je pense, sont importantes. Est-ce que ta tenue d'apiculteur, justement, ta tenue et tes outils, là aussi tu fais un traitement particulier? Alors, oui, alors l'habitude que j'ai prise, c'est de passer la flamme. Ça, c'est une habitude que j'ai prise pendant la formation d'agent sanitaire, qui est de passer mes lèvres-cadres systématiquement à la flamme. Après, tu visites ton rucher avant la visite. Avant la visite. La visite. La première visite, après, c'est différent parce que comme de toute façon, je visite au moins une fois par semaine quand je m'en occupe. Voilà. Une partie aussi pour le plaisir. Les colonies, je connais leur état sanitaire. Mais la première visite de l'année, c'est passage à la flamme entre chaque colonie. Passage à la flamme du lèvre-cadre entre chaque colonie parce que je ne connais pas l'état sanitaire de mes colonies. Après, on peut se permettre, enfin en tout cas je me le permets, je ne le fais qu'en début de visite, passage à la flamme du lèvre-cadre. Ça fait des années que je n'utilise plus de gants. Si je mets des gants, c'est que je suis tombé sur une colonie très agressive. Mais généralement, je visite sans gants. Donc voilà, c'est main propre pour la visite et main forcément nettoyée après. Donc Mais je sais que des éleveurs de rennes, eux, utilisent des gants jetables et qui changent entre chaque colonie. Mais bon. Je l'ai vu sur un documentaire, ça. C'est sûr que quand on élève des rennes F0 qui valent quand même pas mal d'argent, on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. Donc il y a un niveau d'exigence qui est forcément pas le même. Mais oui, je pense que c'est important de faire attention, en tout cas quand on ne connaît pas l'état sanitaire de son rucher, qu'on va filer un coup de main à quelqu'un. Moi par exemple, quand j'étais agent sanitaire, j'avais un lèvre-cadre pour les interventions d'agent sanitaire et mon lèvre-cadre à la maison. Même si je le passais à la flamme, je mélangeais pas les deux. Et ta tenue? Ma tenue, c'est une tenue simple, avec chapeau, voilette. J'en ai racheté un il n'y a pas longtemps, sinon un chapeau avec une simple voilette, ça suffit amplement. Si on a des abeilles qui sont douces et qu'on travaille avec délicatesse, si on ne tombe pas sur une reine psychopathe, normalement on n'a pas de raison de se faire tailler en pièces. Si on a des gestes doux. Oui. Et puis on a ça demande du temps à passer le cap quand on est jeune apiculteur, de passer aux gants et sans gants, il y a quand même une appréhension. Mais après on s'aperçoit que de toute façon on se fait moins piquer, parce que les gestes sont plus précis. Et puis on sent mieux les choses. Toutes les fois où, là, il y a eu une fois où j'ai dû remettre les gants et je suis tellement gauche avec ça que j'ai pas fait ce que je voulais, ça s'est pas passé comme je voulais, donc je crois que j'ai préféré de toute façon me faire piquer que de remettre des gants. Non, après il y a les mains qui gonflent quand on a beaucoup de visites à faire, c'est compliqué. Mais on n'est pas plus adroit avec des mains toutes gonflées, mais bon, même si je gonfle plus beaucoup, ça fait partie des choses où oui, je préfère sans gants. Voilà. D'accord. En tout cas, par rapport au meilleur investissement que tu aies fait en apiculture, le sérificateur. Alors c'est le sérificateur. Ouais. Alors il y a des investissements qui sont judicieux et qui sont obligatoires, comme l'extracteur,
Le bac à désoperculer, on peut s'en passer en bricolant quelque chose avec un bidon. Moi, j'avais récupéré, mon bac à désoperculer a été pendant longtemps un bidon que j'avais récupéré, un bidon de 25 litres que j'avais récupéré et que j'avais ouvert sur un côté avec un morceau de bois que j'avais fixé au-dessus de l'ouverture. Et ça peut suffire amplement pour désoperculer ces cadres. Et puis après, on verse le miel qui reste par le bouchon, qu'on filtre dans un tamis. Quand on n'a pas beaucoup de colonies, ça coûte rien et ça suffit amplement. Après, il y a bien sûr l'extracteur, si on travaille sur cadre mobile. Et ça, voilà, on peut tout à fait sur cadre fil et sur des cadres qui tiennent. Voilà. Sachant qu'on peut laisser les abeilles bâtir sur du cadre d'Adam normal, avec amorce ou sans amorce. Ça marche très bien et elles se débrouillent. Voilà. Sans avoir besoin de filer. Si, en filant. Si. Moi, je file. Il y a les systèmes à jambage, oui. Mais abattissent très bien avec les fils. Alors, je ne vois pas pourquoi je mettrais des morceaux de bois supplémentaires en plein milieu qui coupent le couvain. Elles se débrouillent très bien avec les fils. Juste une amorce en haut pour aider, pour qu'elles bâtissent un petit peu plus droit. Pour le reste, voilà, on peut faire en naturel comme ça. Bon, après, elles bâtissent moins vite quand même. Ça, il y a des colonies qui ne sont pas forcément en avance par rapport aux autres, mais c'est une façon aussi sympa de faire de l'apiculture, qui est différente, qui demande à s'adapter à ce type de pratique, mais que j'utilise encore assez régulièrement. En fait, ce que je fais souvent, quand je veux ralentir une colonie, entre autres, c'est je mets soit une amorce, soit une partie de cire de hausse, et puis je les laisse finir de bâtir le reste. Et voilà, ça fait des cires d'abeilles, pour le coup plus naturelles, qu'on pas stocker, on sait d'où elles viennent, on sait qu'il y a forcément moins de produits dedans puisque c'est elles qui ont bâti. Voilà. Je le fais surtout, je le fais pour ça. Et puis il y a des cirières dans une ruche. Voilà. Faut qu'elles bossent. Ça fait partie de leur cycle. Respectons le cycle de l'abeille. Laissons-les bâtir. Voilà. D'accord. Tous mes investissements que tu as fait. Et quand tu vas voir tes ruches, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une manière un peu différente des autres apiculteurs de les visiter? Une habitude que tu as? Ah oui, j'ai vu que tu as mis curieuse habitude. Ou chose inhabituelle. Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai eu une formation finalement assez académique, entre guillemets, en étant dans les ruchers écoles et puis celle d'agent sanitaire, qui amène quand même une certaine méthodologie et rigueur dans la méthode. Après, il y a forcément un moment de poésie, tout du moins pour moi, dans presque le cérémonial d'aller visiter ces ruches. D'abord, je les regarde en arrivant, je vais les voir. Je jette un coup d'œil sur les planches d'envol, je regarde l'environnement. Je prends le temps de m'imprégner aussi de la musique que procure un rucher. En fait, on s'en rend pas forcément compte, on s'habitue peut-être à ce son en fait d'une colonie d'abeilles, mais quand il est plus là, on sait qu'il y a un silence qui s'installe. Qui me dérange beaucoup. Mais les abeilles sont juste à côté de la maison et j'ai toujours ce bourdonnement, cette vibration qui est juste à côté
Quand il y a 2 ans maintenant, 3 ans, je ne l'ai plus eu. Il y a 2 ans, il a manqué quelque chose, vraiment. Vraiment. Mais non, il n'y a pas de choses. Je ne pense pas que j'ai d'exotisme particulier. T'as pas une danse rituelle ou... Non, du tout. Il y a certains qui font toc-toc sur la ruche pour... Ouais, mais j'essaye de pas trop les déranger. En fait. Je tapote, justement, je mets un coup d'enfumoir, mais faut essayer d'être doux avec ces colonies. C'est pareil, j'ai voulu revoir un peu différentes pratiques apicole et j'ai fait un peu le tour du web et des chaînes YouTube. Même chez des apiculteurs dits pros, il y a quand même quelques façons de faire qui sont quand même surprenantes. La façon d'enfumer chez certains ils vont bientôt mettre le feu à leur colonie. Ils enfument par le haut au lieu de souffler le dessus des cadres pour prévenir qu'ils arrivent. Et voilà, ils enfument complètement la ruche. Donc comme ça, elles n'ont plus un endroit où se mettre pour être tranquilles. Elles sont forcément stressées, elles vont forcément piquer. Et il faut leur foutre la paix. Il faut juste leur dire on arrive. C'est tout. Juste dessus des cadres. Un petit coup à l'entrée de la ruche pour les prévenir. On attend un petit peu. Et puis au besoin, un petit coup à l'ouverture sur le dessus des cadres, mais même pas forcément. Ça faut de la douceur. Et puis ça fait du travail en moins. S'il n'y a pas besoin de réenfumer, pourquoi réenfumer ? Il y a d'autres choses à faire que jouer de l'enfumoir. Puis de toute façon, ça se voit. Je l'ai vu. Les gens qui ont cette habitude, inévitablement, ils réenfument quand elles reprennent du poil de la bête, si j'ose dire. Elles remontent, on les entend. Pas être contente. Du coup, il remet un coup d'enfumoir, elle replonge, sauf que quand elles reprennent du poil de la bête, si on n'a pas fini entre-temps, le son est encore plus fort, donc elles sont encore moins de bonne humeur. Non, faut pas. Enfin, pour moi, je le fais pas. Voilà. Après, ça peut être un choix. On fait de l'apithérapie avec des piqûres d'abeilles. C'est peut-être un choix. Je sais pas. Mais voilà. Non, alors... les empêter le moins possible. Là, j'ai vu avec la sécheresse, j'osais même plus aller avec l'enfumoir au rucher. Et j'ai ouvert les colonies. Il y a des colonies que j'ai ouvertes sans avoir enfumé avant et avec de la douceur, ça se passe très bien. Après, c'est sûr qu'il y en a certaines, elles peuvent remonter et puis c'est embêtant, on risque de les écraser, mais non, avec un petit peu. Alors, faut bien sûr toujours le conditionnel de ne pas avoir une colonie qui soit naturellement agressive. J'ai un ami qui me racontait que sa première colonie qu'on lui a donnée, je pense que c'est pas pour rien qu'on lui a donné, il arrivait, il enfumait et il ouvrait et sur le haut des cadres, elles étaient toutes à la file indienne, prêtes à sortir. Et ça mettait pas 2 secondes avant qu'ils se prennent la moitié des gardiennes sur la tête. Et ils revenaient systématiquement piqués de ces visites. Maintenant, les abeilles, moi je me souviendrai toujours on avait visité un rucher école et il y avait une abeille qui me tapait sur le chapeau, là, sur la voilette. Je l'entendais. Et puis on est sorti du rucher, qui était un rucher fermé. On était derrière et je continuais à l'entendre attaquer. Et puis à un moment, j'entends plus rien. Je dis c'est bon, elle a changé d'avis. Et là, je l'ai entendu arriver. Paf, elle m'a piqué l'oreille et j'ai eu l'oreille de Dumbo pendant 1 semaine. Donc voilà, si on peut se passer voilà.
dans le cadre d'un élevage finalement. Voilà, je crois que ça peut être sympa. Moi, mes abeilles, elles sont chez moi, j'ai mes enfants, j'ai d'autres animaux, j'ai pas envie que tout le monde se fasse tailler en pièces parce que j'ai une colonie agressive. Ouais, ça sera... on n'est pas forcé de sélectionner, par exemple, la carnolienne, qui de mémoire a la réputation d'être moins agressive. Mais ouais, les bugface sont quand même assez douces, et maintenant, il y a tellement d'apiculteurs qui en ont qu'elles sont toutes un peu hybridées. Hein, donc, même j'avais participé pendant quelques années à l'abeille noire de Savoie. Un moment très intéressant, avec des gens qui sont passionnés. Et on avait fait l'étude sur les ailes pour identifier abeille noire par abeille noire, quel pourcentage. Et souvent, il n'y a plus de race. En tout cas, dans le coin, il n'y a pas vraiment de noir pur. Nous sommes plusieurs apiculteurs au village. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sélection. En tout cas, même ceux qui font de la noire, ça va pas être... J'ai vu d'ailleurs des gens des apiculteurs qui font de l'élevage de rennes, vente de colonies, avec de l'abeille noire de Savoie, donc mis au rucher de préservation dans les Bauges avec l'association, et ils les vendent croisé bugface. J'ai pas tout à fait compris la logique de la chose. Bon, c'est... Voilà. Très drôle. Mais bon, c'est de la savoyarde, c'est de l'abeille savoisienne hybridée. Voilà. Mais faut faire attention aux abeilles que l'on a à côté de chez soi, et puis pour son entourage aussi. Hein. Voilà, il y a quelques animaux qui peuvent devenir un peu problématiques avec l'entourage. Les abeilles en font partie. Il faut faire aussi attention à sa relation de voisinage avec des gens qui puissent être allergiques aux abeilles, pas leur mettre une colonie agressive à côté de chez eux. T'as jamais eu de problème d'ailleurs avec tes voisins ? Un propriétaire de piscine, si, oui. Mais bon, qui râle à cause des abeilles, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait que les miennes. Oui. Et voilà, j'essaye de les nourrir, pourtant je leur mets de l'eau à côté, mais bon là, elles ont trouvé quand même une source qui a été mise à jour là, et qui coule, du coup elles sont dans la terre, et je vois les porteuses d'eau dessus, ça marche bien. Donc je pense qu'il doit moins en avoir, mais oui, ça fait aussi partie des nuisances de voisinage qui peuvent exister, hein. Faut bien qu'elles boivent, donc au maximum essayer de leur mettre de l'eau ou des choses sur lesquelles elles puissent se poser, faire une je sais plus comment ça s'appelle là, les mares poubelles. Oui. J'ai oublié le nom exact. C'est des mares où on met de la mousse ou tu prends une poubelle et puis tu mets des plantes dedans. Oui, il faut et elles peuvent se poser. Moi, j'en ai fait une. J'avais une mare, et du coup, j'ai sauvé les nénuphars de la mare, et du coup, j'ai gardé une mare artificielle avec les nénuphars, comme ça, les abeilles ou d'autres insectes. J'ai vu une belle libellule tout à l'heure, une magnifique grosse libellule verte qui était à côté. Qui puisse se poser pour boire. Voilà. On trouvait des solutions. Bon, nous, on a quand même pas mal de nans qui alimentent, donc ça doit aider,
mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut aussi penser. Tout dépend où on habite. Voilà. Préserver les relations avec le voisinage. Un petit peu. Ça peut, après. Et par rapport aux apiculteurs, si tu avais la possibilité de mettre donc un panneau en face du rucher de chaque apiculteur et avec avec le même message devant tous les ruchers, qu'est-ce que tu dirais? C'est aussi bien un panneau pour l'apiculteur que pour... Alors, je me suis posé la question, ça a été... et en fait, j'y ai pensé pendant un petit moment. J'ai pensé un petit moment à ta question. Et je suis arrivé à me dire, ah oui, mais ce qu'il faut quand même... une chose qui serait importante, mais c'est aussi dans la relation de l'humain avec les animaux qu'il peut élever. Mais la vie est triste sans elle. Voilà. Parce que tu l'as vécu. Parce que je l'ai vécu, oui. Ouais. Parce que je l'ai vécu et que, en tout cas pour moi, il manque vraiment quelque chose si j'ai pas une colonie, d'abeilles qui bourdonne à côté de moi, ouais, il manque quelque chose, ouais. Ouais. Mais même pour ma femme qui pourtant ne m'aide pas au rucher spécialement, il y a un son dans l'environnement qui est présent, il y a une vibration dans l'air qui est présente. Quand il y a un rucher, enfin à proximité d'un rucher. Voilà. Et quand c'est absent, il manque quelque chose. Ouais. Alors, on va essayer de l'avoir encore longtemps, malgré tous les écueils qu'on peut rencontrer au fur et à mesure des saisons. L'arrivée du frelon asiatique chez nous et on a eu de la chance quand même, ça a duré longtemps sans l'avoir. Mais là, malheureusement, cette année, c'est fini. Il est arrivé en 2007, c'est ça, sur le territoire? J'ai plus la date exacte. Oui, si, ça doit être ça. Ou avant. Et c'est... Ouais, c'est... Mais on se pose beaucoup de... Les apiculteurs râlent beaucoup sur la disparition de l'abeille, les labos pharma, l'agro-industrie. Oui, sauf que la loque américaine, ce sont pas les labos pharma qui l'ont amené. Le petit coléoptère non plus. L'abeille tueuse non plus. Le varroa, je l'avais dit, non? Je l'avais pas dit. Le varroa, surtout pas. Et voilà, je pense que c'est important qu'on prenne tous sa part du fardeau pour bien agir pour la suite. Parce que, en fait, on a tous, les apiculteurs ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive aussi aux abeilles aujourd'hui, même si ce ne sont pas elles qui ont amené le frelon asiatique, on est bien d'accord, qu'étant des pesticides, on est bien d'accord. Mais il y a une partie, toute une partie, c'est quand même nous. Il faut faire attention à ne pas accumuler les erreurs. À un moment, il va y avoir trop de choses. Plus une sécheresse là-dessus, plus... voilà. Parce qu'il y a des... Ça va être de plus en plus difficile de faire de l'apiculture. Ceux qui se retrouvent avec... si ça va être sécheresse tous les ou un été sur deux, ou tous les étés, ou je sais pas, enfin... plus frelon asiatique, plus pesticides, plus varroa, plus... Moi, je pense que c'est plus difficile pour ceux qui ont connu l'apiculture avant le varroa ou avant le frelon asiatique, et qui ont vu apparaître ça, plutôt que ceux qui apprennent l'apiculture en connaissance.
Moi déjà j'ai vu une évolution où quand j'ai commencé l'apiculture, tu pouvais te passer de traitement, tu pouvais pas faire un traitement anti-varroa tous les ans. Ouais, c'était pas dramatique. Parmi les expériences que j'ai faites, ça a été de ne pas traiter. Bon, ça n'a pas toujours forcément bien marché, déjà à l'époque, mais même maintenant, les traitements, je me souviens un congrès, l'AFNOSAD, qui avait eu lieu à Aix, je ne sais plus quelle année, où une personne avait pris la parole en disant mais les bandes d'apivars, ça marche plus, faut passer sur autre chose. On lui avait demandé gentiment il lui avait été demandé gentiment de se taire. Cela dit, force est de constater que quelques années plus tard, on rajoute des semaines et des semaines de traitement des bandes d'apivars. Si on en est là, on renforce juste une résistance en fait à un moment donné, et que oui, il est temps de penser sérieusement à d'autres traitements avant que celui-là ne fonctionne même plus du tout. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et si tu avais une personne qui sonne à ta porte et qui disait justement qu'il voudrait apprendre l'apiculture. Oui. Il n'a rien, aucune connaissance. Je suis la bienvenue. Qu'est-ce que tu recommanderais comme étape ? Par quoi commencer ? Être aidé par quelqu'un pour débuter, je pense, on peut apprendre tout seul. On fera des erreurs qui seront peut-être et sûrement fatales, même avec une formation de toute façon. Ce que je lui conseillerais, c'est... Il y a beaucoup de discours dogmatiques chez certains apiculteurs qui utilisent des petits formats carrés de ruches. Et je pense que quel que soit le sujet en fait en apiculture, dès qu'on commence à avoir un discours dogmatique, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. Parce que de toute façon, même quand on visite un rucher, on peut avoir son programme de visite en disant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Sauf que si les abeilles en ont décidé autrement, on ne va pas faire ça. Il va falloir être souple, il va falloir s'adapter, il va falloir réfléchir, il va falloir trouver une solution. Et voilà, une des lois de la nature, c'est s'adapter ou mourir. La visite d'un rucher, on peut tomber face à une situation qu'on a souvent d'ailleurs, face à une situation qu'on n'a pas prévue dans son programme de visite, et dans ce cas-là, il faudra faire autre chose, il faudra revenir, il faudra s'adapter, il faudra faire autre chose. Et je pense que dès qu'on entend un discours dogmatique sur tel type de ruche est mieux, celle-là elle est trop nulle, elle ne respecte pas le couvain, elle ne respecte pas l'état du couvain, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Je me suis amusé un peu par... je récupère des essaims dans des murs. Et je me débrouille avec... je mets une ruchette intermédiaire accrochée au mur, et à l'entrée, c'est toi qui as c'est ce que tu avais vu dans la maison dans le village. Ouais. Et c'est une méthode qui est un peu longue, ça demande une saison en fait. Ce que j'ai vu. Ça demande une saison. Je l'avais déjà fait, il faut bien boucher les trous, faut pas être trop loin parce qu'il faut y revenir. Généralement, elle trouve le moyen, elle trouve des trous secondaires, surtout dans cette vieille maison là, les trous secondaires, ça manquait pas. Faut reboucher les trous, faut réussir pour sortir, pour qu'elle veuille bien sortir à un moment donné de la colonie. Et j'ai une petite méthode qui marche pas mal. Et une chose dont je suis sûr, de ce que j'ai vu en tout cas des colonies dans lesquelles, des colonies que j'ai pu récupérer, c'est que elles n'ont pas X cadres.
elles n'ont pas X rayons définis et puis elles en feront jamais d'autres. Il n'a pas... parfois, j'ai visité, j'ai récupéré un essaim dans une vieille maison et c'était en fait un trou dans le mur qui servait dans le temps il n'y avait pas d'échafaudage, donc il mettait les fixations d'échafaudage dans le mur et puis il montait ainsi de suite. Et du coup, c'était dans un trou de mur comme ça, une très vieille maison qui était au moins... qui avait peut-être 2 mètres de large, c'était un ancien couvent. Et en fait, c'était quasiment qu'un seul rayon sur 2 mètres de long. Voilà. Elles avaient choisi de le faire comme ça. Là, de ce que j'ai vu dans le mur, il y en avait peut-être un peu plus, et à mon avis, il y en avait plusieurs. Plusieurs essaims ? Non, plusieurs cadres, enfin plusieurs rayons, dont sûrement un grand vertical dans un lambris. Et puis, comme il y avait un caisson sous une fenêtre et qu'elles étaient aussi dans ce caisson sous la fenêtre, je pense qu'elles ont bâti différemment parce que la place était ainsi faite et qu'elles ne savaient pas qu'elles devaient vivre dans un petit format carré qui s'empile et qu'elles sont adaptées, elles sont adaptées à ce qu'elles avaient et alors qu'il y avait un cadre vertical d'un côté, elles ont fait des cadres horizontaux, des cires horizontales parce qu'elles avaient la possibilité de le faire à un autre endroit. Voilà, donc dès qu'un discours devient dogmatique en apiculture, il faut vite le suivre. Faut vite le fuir, pardon. Il faut vite le fuir. Et puis être curieux. Essayer les choses. Il y a un apiculteur sur YouTube que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Fred Soula, que j'apprécie beaucoup. Et il a cette démarche de choisir, s'il se pose une question, il essaye pour voir si ça fonctionne ou pas. Et il y a des choses qu'il aime bien, qui lui conviennent, qu'il applique pour lui. Et voilà, il le partage. Il le partage sur Internet. Je trouve ça assez intéressant. Et je pense qu'il faut être rigoureux sur la santé de l'abeille. Parce que de toute façon, on n'a plus le choix. En tout cas, si on veut les garder, on n'a plus le choix. Bien se former. Se garder au courant des dernières nouveautés, des dernières méthodes pour entre autres garder ses connaissances toujours à jour pour le bien-être des abeilles. Après, il faut rester curieux. Il faut rester curieux et avoir le plaisir d'apprendre, pas dire non, ma méthode elle est bonne, c'est la meilleure et elle marchera toujours. Moi, ça fait plus de 16 ans que ça fait plus de 16 ans que je fais de l'apiculture et j'avais pas eu encore de frelons asiatiques. Maintenant, il va falloir que je m'adapte aux frelons asiatiques. Voilà. J'espère que je croiserai jamais le petit coléoptère. Si on peut l'éviter, celui-là, ça sera bien. Ouais. Mais ouais. Et tu parlais de s'informer, donc là. Oui, alors il y a le livre ce que et les revues. Bien, voilà, en livre, un qui est pas mal. Il y en a plein d'autres. Mais finalement un que je trouve assez pratique, c'est le traité Rustica de l'apiculture, dans lequel je me plonge encore de temps en temps. Si on peut lui trouver un inconvénient, c'est qu'il ne va parler que de la dadan, ou quasiment, sur le mode de fonctionnement. En même temps, c'est le mode principal. Ce sont les ruches principalement utilisées en France. C'est pareil, je pense que c'est intéressant moi j'ai essayé la ruche divisible, j'ai essayé les ruches barrées.
j'en garde pas le meilleur souvenir. Le fait qu'une colonie ne meure pas dans une varée, c'est pas vrai, même en prenant soin. Voilà. On peut essayer plusieurs choses. Moi, j'aimerais bien essayer la ruche Lions, là. Ça fait longtemps que ça m'intéresse. Il y a un format qui ressemble un peu, c'est sur c'était les grandes ruches d'Adam d'élevage. J'en ai vu une fois, qui devait avoir pas loin d'une vingtaine de cadres, je crois. Dans ce cas-là, on est en cadre, on met pas de hausse, c'est juste voilà. Donc on peut le faire, on peut s'amuser aussi à utiliser des formats de ruches courantes pour se simplifier la vie avec les cadres. Et puis expérimenter d'autres choses, passer sur du format, sur du couvain chaud, couvain froid. On peut essayer ça. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tu mets soit, alors ça se trouve principalement sur un format de ruche allemande et un format de ruche alsacienne, où en fait, au lieu que les cadres soient perpendiculaires à l'entrée, ils sont parallèles à l'entrée, ce qui fait que ça coupe l'air. Ah oui, d'accord. Et ça maintient le couvain un peu plus au chaud. On peut très bien, par exemple, sur une dadan 12 cadres, si on la fabrique soi et qu'on refait une feuillure dans l'autre sens, sur une 12 cadres, on se retrouve avec un format carré. Et on peut très bien imaginer que l'élever en couvain chaud, en le refaisant. On peut très bien s'amuser à expérimenter ça. Je ne suis pas sûr que les abeilles disent non. Si elles ne sont pas d'accord, on les remettra autrement, c'est pas grave. Un format aussi qu'on voit de plus en plus, je trouve, après avoir été dans la littérature conventionnelle un peu décrié, c'est le cadre Hoffman. C'est une question que j'avais en tête et je vais te savoir un peu ce que t'en pensais. Mais les cadres vont coller. Ouais, mais bon, de toute façon, si tu as une colonie qui propolis, tes cadres, ils colleront de toute façon. Donc, donc qu'ils soient Hoffman ou que ça soit sur une crémaillère, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Et je pense que le Hoffman est plus facile. La ruche en Hoffman va être plus facile à nettoyer. Après, il faut que je l'expérimente. Mais Hoffman, on est bien d'accord que t'as des bords lisses, pas en crémaillère. Oui. Et donc t'as les. C'est la largeur des cadres qui est différente. Alors après, maintenant t'as des adaptateurs qui existent que tu peux mettre sur tes cadres, qu'on trouve sur des sites chinois aussi qui vendent de tout et on peut les acheter par paquet, c'est moins cher. Ouais. Et on les place sur ces cadres normaux. On retire la crémaillère, on peut mettre la bande là pour pas que ça s'abîme, la petite rigole, et je pense que le nettoyage est plus efficace. Maintenant, il faut que je l'expérimente, ça fait partie des sujets avec l'Alliance d'expérimentation pour l'année prochaine. Oui, je comprends ça, d'expérimentation. Après, dans la petit cavalier en bas, moi la crémaillère, je trouvais ça affreux parce que parfois tu remets un cadre et après t'as tout. Parfois, si tu as bougé, t'es coincé avec ton cavalier en bas. Oui, exactement. Donc t'es obligé de remanipuler, t'as peur d'écraser des abeilles. Ouais. Donc alors que là, le Hoffman, tu fais glisser en fait. Ouais, tu peux faire glisser, Alors oui, avant propolisser, c'est sûr. C'est sûr, de toute façon. Dans tous les cas. Voilà. Après, ça dépend des colonies. Il y en a qui propolisent plus ou moins. Je m'étais retrouvé. Parmi les conseils, c'est justement à un moment quand on récupère des essaims en fait, par essaimage. Acheter, on sait pas on connaît pas l'âge de la reine, on ne connaît pas ses us et coutumes. Si ça se fait, c'est une reine qui tous les printemps change de crèverie. Et si c'est ça, c'est quand même compliqué si on veut faire du miel. Et on peut se retrouver avec, à finalement être... oui, on est apiculteur,
Mais en fait, ce sont les abeilles qui nous contrôlent et pas nous qui contrôlons les abeilles. Dans le sens où au printemps, on va passer son printemps à courir après ses essaims. Après, on va se retrouver, si on a mis des hauts, c'est que ça essaime quand même, on n'a plus rien, ou il n'y aura pas de miel, ou il faut attendre que ça reponde pour repartir. Elles peuvent développer des us et coutumes un peu curieux, comme se mettre à propolisser dans des proportions, les dernières que j'avais eues, et je pense que c'est aussi un enchaînement un peu de colonies, je ne sais pas si on peut dire redevenues sauvages, parce que je ne suis pas sûr que ça soit très très efficace après. Je me suis retrouvé avec des murs de propolis dans des ruches. Des murs de propolis. Un mur de propolis devant l'entrée. Même avec la grille devant. Je me suis retrouvé avec sur un tiers de l'entrée fermé à la propolis par un mur de propolis. Et puis propolissé pareil entre les cadres dans des proportions que j'avais jamais vues. Donc voilà, si on fait de l'apiculture et qu'on fait de l'élevage, faire attention quand on récupère ces colonies. Il y en a qui sont en vente sur internet, ou dans les ruchers écoles, ou chez des éleveurs pour lesquels faut être attentif. C'est pas très très cher une reine. C'est quel ordre d'idée? On en trouve à 35 € des reines. C'est raisonnable. Après, j'ai pas dit qu'on achetait une F0 à 400 balles. Bon, c'est un choix, mais ça peut aussi se faire. Mais voilà. Ça fait partie des choses qui sont faisables. Donc, auquel il faut être attentif en tout cas sur si on veut faire de l'élevage. De la même façon, c'est compliqué de garder les ruchettes de biodiversité en paille. Je trouve le concept charmant, sauf que si ça se transforme en nid à maladie ou en nid à varroa qui va aller pourrir toutes les autres colonies qui sont autour, je suis pas persuadé que ça soit une bonne idée. Je suis même plutôt persuadé du contraire. Voilà. Il faut toujours se méfier des bonnes intentions. Là, dans le Nant, a été mis un peu plus bas une gamelle d'eau dans le Nant qui est à sec, là, sous la cascade. Je sais pas si tu sais où est la cascade, là. Et je suis jamais allé, mais une lessiveuse pleine d'eau et de cailloux avec marqué pour que la faune sauvage puisse s'abreuver. Et puis, en fait, l'idée est très bonne, sauf que il y a dans l'eau là en ce moment, et c'est pareil dans toute la France, il y a des chiens qui en meurent. Il y a des développements de parasites, de maladies, et j'ai oublié le terme d'un autre. Il y a les gaz, il y a les algues, et je ne sais plus le terme exact, qui se développent dans ces eaux qui sont malheureusement plus ou moins stagnantes dans les trous d'eau, et il y a plusieurs chiens qui sont morts là récemment, un peu partout en France, et entre autres en Savoie, à cause de cette eau un peu stagnante. Donc d'une bonne idée pour la faune sauvage, les animaux vont aller boire là, et peut-être que ça sera la dernière fois qu'ils boiront, parce que l'eau n'a pas été changée et qu'elle est stagnante et que tu as des toxines qui se sont développées dedans, et voilà. Donc il en va de même pour ces ruches de biodiversité. Oui, il y a le romantisme du passé, mais pas sûr qu'on puisse encore se le permettre. Voilà.
j'ai une question par rapport à la gestion de ton rucher. Ouais. Quand c'est un peu un moment de coup de bourre, que tu as vraiment, enfin, t'as énormément à faire, tu t'aperçois qu'il y a début du printemps, typique. Et comment est-ce que tu arrives à t'organiser par rapport à ton rucher? J'ai tout en tête. Je me fie à mon carnet de rucher. Je note sur un carnet de rucher. Il y en a d'autres qui ont la méthode de noter sur le toit de la ruche. Oui. Je connais un apiculteur, mais chez qui il faudrait que je te retrouve le nom, chez qui je suis allé acheter mes 2 essaims. La première fois que j'ai acheté 2 essaims d'ailleurs. Cette année. Lui, il a des parpaings sur ses ruches pour éviter les coups de vent. Il est fermé. Quand il le met debout, c'est qu'il a à faire quelque chose sur sa colonie. Voilà. Et il note sur le toit. Moi, je note dans mon carnet de rucher. Un carnet par ruche? Non, j'ai un carnet pour le rucher. Je n'ai pas encore assez de ruches pour avoir un carnet par ruche. Et je suis mes colonies là-dedans. Généralement, comme j'y vais, elles sont à côté. Quand j'ai quelque chose à faire, je le sais, soit je le fais tout de suite, soit je le fais le lendemain. J'ai le matériel qui est à côté, j'ai les colonies qui sont à côté. Maintenant, par exemple, ce que je faisais, c'est le cas typique, c'est qu'on prévoit jamais assez de cadres bâtis, par exemple. Donc, quand on n'a pas son rucher à côté, moi, ce que j'avais trouvé pratique, c'est les ruchettes en polystyrène qu'on peut laisser dans la voiture, parce que les cires fondent pas dans la ruchette en polystyrène. Donc, c'est facile à transporter, sauf que si tu as 4 ruches et que d'un seul coup tu t'aperçois qu'il faut te mettre 2 cadres par ruche, et ben il t'en manque forcément. Donc moi ce que j'aime bien, c'est j'ai une habitude que j'ai gardée, seule espèce d'archaïsme, c'est de ne pas utiliser, je ne cire pas, alors quand je les cire, quand je mets une cire complète, je ne cire pas, je ne fixe pas les cires à l'électrificateur, là, au transfo. Je les fais toujours à la roulette et au gaz. Et en fait, on peut avoir très bien de quoi allumer le gaz, un petit but à gaz, un petit brûleur à gaz, et je chauffe ma roulette à mon brûleur à gaz et je le fais à l'ancienne, à la roulette. D'accord. Et en fait, c'est pratique. Sur le moment. Sur le moment, okay. Voilà, au cul de la voiture, et voilà, je le fais sur une planche qui fait le... Je les cire sur une planche, je pose mon cadre sur une planche en bois sur laquelle j'ai rajouté du papier sulfurisé. Du coup, la cire ne colle pas au papier sulfurisé. Et je peux du coup fixer mes cires, que ça soit une bandelette ou un cadre de hausse, enfin une cire de hausse sur un cadre entier, ou une cire entière, peu importe, et je suis toujours dispo, et voilà. Et j'ai gardé cette petite manie en fait. Je fais toujours mes cadres comme ça. D'accord. Parce que le risque, c'est que les cadres après gondolent au bout d'un moment, quand on les prépare trop en avance. Oui, ça peut aussi, quand les cadres sont les fils sont trop tendus, ouais. C'est quand les fils sont trop tendus? Bah quand les fils sont trop tendus, ça travaille le cadre. Après, pareil, de la même façon, j'aime pas quand c'est filé horizontal, parce que je trouve que les cires font toujours la chaussette, inévitablement. Je préfère quand c'est filé verticalement et légèrement en V. Ouais, c'est ce que je préfère. D'accord. Et il y a des questions, si tu devais recommencer l'apiculture de zéro, par quoi tu commencerais? Là, ça a déjà été ton cas, mais tu avais déjà ton matériel, donc tu avais déjà un parti pris. Mais là, tu disais, par exemple, tu recommencerais de zéro, tu ferais plutôt, tu essaierais le format Alliance. Et si je devais expérimenter, moi c'était la grande mode de la Varée, j'ai l'impression que cette mode est un peu passée quand même.
Il y a toujours des gens qui l'utilisent, mais j'entends moins de Messi de Lavarée. Après, je suis ici, là, où elles sont, ça peut vite devenir venteux. On est face au sud, et puis les coups de vent de sud peuvent être assez violents. Je me vois mal avec une tour HLM d'une petite boîte, 2 petites boîtes superposées avec un gros coup de vent. Mais bon, j'en ai toujours. J'en ai laissé une en ruchette de piège, là. Et je m'en sers aussi en ruchette d'élevage maintenant, du coup. Mais ouais, c'est pas un format qui m'a convaincu. L'année prochaine, je vais essayer l'Alliance. Je trouve une difficulté quand on débute l'apiculture. On vient généralement pas de nulle part. On est aussi le fruit de sa culture et de sa société. C'est aussi vrai en apiculture. Et on ne connaît qu'un format de ruche en France, grosso modo. Voilà. Et je trouve que c'est dommage. Par exemple, dans l'un des ruchers, il y avait une Voirneau, et c'était une ruche qui était toujours en pleine forme. Toujours. Sauf que elles avaient un croissant de miel au-dessus de la tête, où tu étais sûr qu'elles étaient tranquilles pour l'hiver. Et du coup, c'est la dadan, oui, tu produis du miel, mais quand les hivers sont... Faut pas oublier de nourrir. C'est dommage. On peut peut-être se dire que, par exemple, au lieu de retirer 2 hausses, mettre 2 hausses par colonie, j'avais fait ça à une époque, je ne mettais plus qu'une seule hausse. Et le reste, c'était pour elle. De toute façon, je remplissais ici, j'ai rarement rempli de hausse. Une hausse et demie éventuellement, mais l'inconvénient, c'est qu'on a... Alors, l'avantage de l'inconvénient, ou l'inconvénient de l'avantage, je sais pas, c'est qu'on n'a pas de culture, on n'a pas de blé, on n'a pas de maïs, on n'a pas de choses comme ça. Donc, on n'a pas d'insecticides, donc on n'a pas de pesticides. Ça, c'est cool. L'inconvénient, c'est qu'il y a du bétail, du coup, et que forcément, il y a besoin de foin pour les animaux. Ça veut dire au moins 2 fauches par an quand il y a des fleurs. Du coup, elles ont moins à bouffer que si des prairies étaient... Il n'y a pas eu de fauche tardive, alors encore heureux qu'ils n'ont pas fait de fauche tardive cette année, parce qu'ils n'auraient rien fauché. Mais voilà, c'est une contrainte apicole. Après, il faut s'adapter à l'endroit où on vit. Hein. Jusqu'à l'arrivée du frelon, j'étais pas malheureux. On va voir pour la suite. Mais voilà, c'est aussi savoir s'adapter à son lieu de vie, au lieu de vie des abeilles. Mais du coup, j'avais pris le parti de laisser... je prenais une hausse, et le reste, c'était pour elle. Voilà. Tu essayes donc... Ça me suffit pour un usage familial, ça suffit. Mais tu essayes une hausse sur la ruche ou tu disais le... Non, je prenais une hausse pour moi, pour récolter. Mais t'avais le corps et la hausse. Ouais, et corps, après, hausse. Okay. Mais t'avais pas une deuxième hausse? Non, je mettais pas de deuxième hausse. Okay. Non. À la fin, j'avais décidé de laisser qu'une hausse. Et du coup, elle se remplissait tranquillement. Bon, je regardais, il fallait pas non plus que ça soit ça craquait tout en dessous. Hein. Mais voilà. Et puis aussi, alors maintenant que je pars sur de la bugface, va peut-être falloir que je révise ce jugement. Mais pour de l'abeille noire qui commence plus tard que les autres, qui va probablement essaimer dans la saison, c'est pas délirant de le faire comme ça. Maintenant sur de la bugface qui est plutôt travailleuse, va peut-être falloir y réfléchir à nouveau. Mais bon, c'est pareil. Pourquoi on nourrit beaucoup si on laissait faire la nature, si on était logique,
une démarche complètement bio, complètement nature, on devrait laisser faire. Bon, il n'y aurait plus beaucoup d'abeilles cette année. Oui, avec la sécheresse, oui. Mais voilà, c'est toujours la limite du côté... peut-être pas être trop idéaliste en apiculture, et être trop nostalgique d'un passé qui ne reviendra pas. En tout cas, à moins de partir sur une île où il n'y a ni varroa, ni frelons asiatiques, ni pesticides. Voilà, je pense qu'au-delà de ça, ça va être compliqué. Et après, donc, tu vas partir sur Buckfast. Est-ce que tu as une idée de... Enfin, est-ce que chaque année, tu vas changer de reine? Est-ce que tous les 2 ans, alors là, je les ai toutes changées. Le remérage que j'ai fait n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. Donc je pense que l'année prochaine, je pars obligatoirement sur de l'élevage de rennes. Je vais me faire un rucher déporté avec lequel je ne ferai que de l'élevage de rennes. Alors je ne sais pas comment je vais faire avec le frelon asiatique. Parce que du coup ce sont des petites colonies. Donc bon, va falloir, je vais découvrir, je ne sais pas. Et puis je vais sélectionner mes rennes. Il y en a 3 qui m'intéressent là. Alors 4 avec une. Donc sur tes ruches, il y en a 3 qui t'intéressent. Sur mes 8 ruches, en fait, on va dire qu'il y a la moitié qui m'intéresse. Il y en a 4 qui m'intéressent. Sont toutes des rennes de l'année, mais il y en a que je vais changer parce que elles sont plutôt. J'ai pas sélectionné là. Je vais voir comment elles démarrent. Je vais leur laisser leur chance. Et je pense que je vais me servir de celle-là pour démarrer mes nucléis. Et je remplacerai à un moment donné, je remplacerai les. Enfin, où je démarre les nucléis avec ces rennes-là, et puis je fais de l'élevage de rennes dans un autre, et puis après je redispatche mes rennes, je vais voir comment je vais faire. Mais à un moment, oui, elles serviront, ces rennes que je ne souhaite pas forcément garder, développeront des nucléis pour ensuite faire de l'élevage de rennes que j'insérerai, des choses comme ça. J'espère me tenir au courant du projet, ça m'intéresse. Ouais, bah tu pourras bien voir. Ouais. Bah là, ce que je vais faire, c'est, alors je l'avais déjà fait, j'utilise, alors ça demande un peu plus d'abeilles, mais finalement ça marche bien quand même. Je pars sur des hausses, des hausses soit de ruchettes. Tu changes les crémaillères et tu les mets pour du coup qu'il y ait 6 cadres dans une hausse. D'accord. Et je fais un trou dedans, le plancher, et du coup je développe ma colonie dedans, et j'élève ma reine dedans. Après j'ai une mini plus aussi. Et puis ce que je vais faire, mini plus, donc là c'est... c'est ce cadre-là, ouais. Et puis je vais partir sur... Alors j'en ai déjà une, et je l'avais fait dedans. Je voulais faire une division et partir... je l'avais fait une année. Tu prends une hausse, donc une hausse de 10 cadres, de ruches 10 cadres. Tu changes les crémaillères de la même façon pour être dans une hausse qui fait 10 cadres. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux. Je vais mettre une partition au milieu. Ce qui fait que du coup ça sera une colonie qui va se maintenir plus au chaud que toute seule pour passer l'hiver, et je vais faire ruchette d'élevage comme ça dans un corps de hausse qui est, donc je vais avoir juste soit tu fais à 2 entrées séparées, soit tu mets une séparation au milieu, et puis avec le jeu des couleurs et des formes, elles peuvent se reconnaître sans se tromper. D'accord. Voilà, ça me fera quelques... Alors je vais garder les varés pour élever des rennes aussi, mais du coup, il y a ce problème de garder la compatibilité de cadre.
elles perdent du temps elles perdent du temps à bâtir et à redémarrer si elles doivent changer de format de cadre. Ça se voit sur des... La reine, quand on vient de mettre une reine qui avait vécu en mini plus, au début, elle pond sur son format de mini plus. ça change après, hein, mais au tout début, elle te fait un petit truc là. Ah ouais, mais j'ai la place à côté. Ah bon, on va y aller alors. C'est marrant. Donc ouais, ça fait partie des choses que je vais faire. J'avais appris à élever des rennes avec le conservatoire de la baignoire de Savoie. Et puis, je ne l'avais pas forcément refait, justement, parce que je me retrouvais avec des abeilles essaimeuses et que du coup, tous les ans, je me retrouvais forcément avec de jeunes rennes. Mais là, je choisis mes rennes, je sélectionne mes colonies éleveuses, et puis ce que je vois là, c'est que ça a pas mal marché. Je me retrouve avec des colonies qui sont sympas. Et comment tu as fait justement pour que le changement de reine se passe bien? Parce que c'est pas gagné, hein. C'est compliqué, c'est pas gagné. J'en avais élevé. On a acheté combien au début? Je les ai pas achetés, je les ai faites en fait. Tu les as faites? Alors, j'ai une colonie. Alors, soit tu orphelines une colonie, et puis tu prends. Ce que j'ai fait, c'est cette méthode-là. Alors après, on en voit différentes variantes sur Internet, qui est... il y en a une bonne et une mauvaise. Quand tu fais de l'élevage pour un petit rucher, une bonne méthode, c'est tu prends un cadre où tu as des œufs moins de 3 jours, d'une colonie qui t'intéresse. Et celle-là, elle est bien, celle dont je t'ai parlé, là, que j'ai récupérée, elle est hyper forte, elle produit, elle nettoie, enfin bref, elle est parfaite. Je lui ai pris un cadre. J'ai orpheliné une ruche, où elle s'était d'ailleurs orphelinée toute seule. T'orphelines une ruche, et tu mets ce cadre-là dans ta ruche qui a été orphelinée. Orphelinée depuis combien de jours? Là, en l'occurrence, tu n'introduis pas de reine. Oui. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire dans la foulée. Soit tu tombes avant sur une ruche qui était déjà orpheline et dont tu n'avais pas t'avais pas une abeille qui s'était mise à pondre. Là, t'as plus de couvain, t'es hors couvain. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu mets directement ton cadre. Là, elles vont s'empresser d'aller faire des reines sur le cadre que tu as introduit. Sinon, tu fais un paquet d'abeilles que tu gardes de côté. Tu te fais ton paquet d'abeilles et puis ton cadre que tu prends des cadres de réserve dans d'autres ruches. Et puis tu choisis ton cadre où il y a les œufs dans la ruche dans laquelle tu as choisi tes œufs. Ça oblige quand même à avoir plusieurs colonies, hein. Tu fais pas ça de zéro. L'idée, c'est qu'il y ait un cadre sur lequel elles vont pouvoir élever des reines. L'avantage, c'est que c'est elles qui choisissent les œufs, c'est pas toi qui vas choisir des œufs ou qui va choisir les larves. C'est elles qui font le travail. Je pense qu'elles le font beaucoup mieux que moi. Du coup, après, tu te retrouves avec des cellules royales. Le problème, c'est de faire tenir tes cellules royales sur des supports. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris un cadre de hausse sur lequel j'ai mis des supports Nico, les porte-cupules qu'on utilise. Sauf que, en fait, il ne faut pas utiliser directement ce système-là. Faut utiliser les tubes qui protègent normalement la cellule royale pour pas qu'elle se fasse attaquer par les côtés, et tu as juste le bout qui sort. Et en fait, ta cellule, tu la découpes sur ton cadre après. Tu fais ça proprement et délicatement, tu la glisses dans ce petit tube,
et tu le remets sur ce qui sert de porte-cupule. Donc moi j'en ai 5 sur la barrette du haut et 5 sur la barrette du bas. Et après, tu peux mettre des bigoudis par-dessus, et ce sont les abeilles qui vont élever la reine derrière, dans une ruche qui est orpheline. Ça se passe très bien. C'est pas pour ça que j'ai introduit la dernière reine qui me restait dedans en me disant elles n'ont qu'une envie, elles n'en peuvent plus, ça fait des semaines qu'elles n'ont pas de reine, elles vont l'accueillir tout de suite, ça va bien se passer. Je l'ai mise comme ça en me disant c'est bon, ça va se faire tout de suite, je m'embête pas pour celle-là. Et en fait, elles l'ont butée. Donc voilà, le mieux c'est quand même après d'encager, de toute façon d'encager tes rennes là, dans les petits tiroirs jaunes là. Voilà, tu fermes avec un peu de candy. Éventuellement tu as mis une nourrice avec, une ou deux nourrices avec, pour pas qu'elles soient toutes seules et qu'elles s'occupent d'elles. Et puis quand elles ont envie de la laisser sortir, elles bouffent le candy. Et à ce moment-là, elle l'accepte. D'accord. Mais voilà. Mais c'est pas systématique. Ouais. Et voilà, c'est elles qui choisissent. J'aurais peut-être dû faire autrement. Du coup, il y avait peut-être trop de phéromones dans la même ruche de reines différentes et ça les a peut-être perturbées. C'est tout. J'aurais peut-être dû faire autrement. J'avais vu des apiculteurs pros qui n'avaient pas l'air de se poser bien de questions et qui la mettaient directement dedans. Et puis, bon, il n'y a pas la phase 2 qui dit si ça a marché ou pas, combien de fois ils ont été obligés de recommencer. Mais voilà. Ok, ça reste compliqué. Et par rapport au frelon, maintenant, le frelon est arrivé, c'est quoi ton plan ? C'est quoi piégeage. Alors, demain, je pars chercher les grilles anti-frelons. Oui. Déjà. Donc les grilles que tu mets devant la ruche, les grilles vertes pour les les grilles vertes, bien que les grilles là normales ont l'air quand même de fonctionner. Bon, on va prendre les grilles anti-frelons. Je vais voir pour la muselière, bien qu'elles ont l'air quand même de les choper en plein vol. Quand elles arrivent pour atterrir, même à 50 cm, là je les vois et les chope en plein vol à l'atterrissage. Et du coup, je suis pas sûr que la muselière fasse... bon, il faut essayer de toute façon. Et puis... piégeage. Et puis j'ai un livre sur les frelons que j'avais commencé, où ils expliquaient que même les nids, l'hiver, il peut rester des reines dedans. C'est rien. Qui ressortiront. Exemple de muselière qu'un apiculteur avait. En mode panique. Oui. Ouais. Il a remis des pièges aussi et après il me disait l'abeille fait une ouverture de 2 cm à le déployer alors que le frelon c'est 3-4 mm. Du coup les frelons ne rentrent pas dans l'espace et les abeilles sont un peu plus protégées. Disons que ça complexifie la chasse du frelon. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait beaucoup plus de mal à attraper des abeilles. Bon, j'ai pas constaté longtemps car la tentation de les éclater est trop forte. Et les abeilles s'adaptent très facilement. Et sinon pour les pièges, sirop de cassis, bière, vin blanc. Ouais, c'est ce que je vais faire aussi, Ouais, là, on a tout acheté et je vais faire les pièges, on va en mettre un petit peu partout. Je pense qu'il faut en caler au maximum. Partout où on peut en caler. Et puis cet hiver, si je tombe sur des nids, on détruira les nids parce qu'il est possible qu'il y ait une, voire plusieurs reines qui restent dedans. À passer l'hiver planqué et qu'au printemps ça en fera, même s'il n'y en a qu'une, ça en fera toujours une de moins. Voilà. Donc piégeage et protéger l'entrée des ruches. Piégeage, destruction, protection. Apparemment on n'est pas obligé de le faire toute l'année, je sais pas trop, faut regarder. Il y a des fondatrices à partir d'un certain moment. Faut que je regarde. J'avoue que J'étais heureux dans mon coin sans frelon. Aussi. Je m'en vantais. Tu connais frelon? Non. J'ai vu des photos. Oui, mais c'est comme jusqu'à ce que je perde mes colonies au bout de 16 ans, où je disais toujours aux autres, non, moi j'ai rien eu cette année, tout va bien.
Non, bah moi non. j'ai réfléchi à un article Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, bah non, moi j'ai eu aucun problème. Oh mince! Ah, c'est possible aussi. Ouais. Moi j'ai réfléchi à un article, un plan anti-frelon, parce qu'il y en a pas mal qui en parlent aussi. J'ai envie de tout synthétiser, Ouais. tout mettre Bah, et se dire, pour l'instant, il y a plein de qu'est-ce gens qu'on qui fait, cherchent mais des quand solutions. Mais ouais. Parce qu'il y a plein de formes de pièges, il y a des pièges, il y a des harpes électriques, il y en a qui font ça. Ah ouais? J'ai pas vu ça, tiens. Il y en a d'autres. À Paris, j'avais interviewé une personne qui travaille dans les jardins de Paris, et elle a fait on lui a mis à disposition un prototype. Ouais. Et c'est une espèce de tente blanche, et le frelon rentre, et il n'arrive pas à sortir. Arrive pas à sortir et elle meurt parce qu'ils partent que par le haut. Voilà. Et ben en fait c'est la même. Fred Soula présente le système là de muselière avec des pièges sur les côtés, et le frelon ne s'enfuit avec sa proie que par le haut. Et elles redescendent pas pour reprendre l'endroit où. Donc là, ce sont des muselières. C'est un Espagnol qui a mis ça au point. Où en fait, tu laisses rentrer le frelon et il chope l'abeille qu'il doit choper. Et quand il veut partir, il peut pas partir. Et il se retrouve coincé en haut, et il y a 2 entonnoirs de chaque côté en bouteilles en plastique, et ça tombe dans des bouteilles en plastique, et il meurt dans les bouteilles en plastique. Le principe de la tente, c'est la même chose, où en fait, elles montent, elles ne savent pas redescendre, et elles s'épuisent et elles meurent sur le haut de la tente, où il y a des trous, de 5 mm ou 6 mm au choix, pour laisser sortir les abeilles, qui elles vont sortir si elles veulent, et les frelons meurent en haut. Voilà. Comme l'humain est plein d'imagination pour détruire son prochain, je suis sûr qu'on va trouver. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu voulais aborder un autre point en particulier? Pour les conseils lecture et de rencontres que je trouve intéressantes, il va y avoir le traité Rustica de l'apiculture, même si c'est un gros pavé, je trouve qu'il regroupe quand même pas mal de choses, qu'il est assez pratique, avec ce défaut peut-être d'être une apiculture peut-être trop conventionnelle, mais ça reste une bonne base de connaissances. Toujours en lecture, il y a des revues intéressantes, par exemple Abeilles et Fleurs de l'UNAF, que je trouve assez accessible aux jeunes apiculteurs. Si on veut un côté aussi peut-être plus scientifique dans la démarche, et suivi sanitaire de ces colonies, il y a la santé de l'abeille. Et puis en chaînes YouTube qui sont intéressantes, enfin voilà, une personne que j'ai découverte il y a peu, il y en a plein d'autres d'intéressants, c'est Fred Soula, qui est un apiculteur que je trouve intéressant à suivre, qui se prend pas au sérieux, mais qui a une démarche intellectuelle très intéressante, je trouve, sur sa pratique apicole. Et puis, en termes d'une rencontre que j'ai faite récemment, d'un passionné, d'un apiculteur vraiment passionné de Saint-Alban-d'Urtière, c'est Sébastien Fiastre. On peut trouver une vidéo sur lui, je crois que c'est sur Maurienne TV, quelque chose comme ça. Il est éleveur, il est aussi éleveur, il est apiculteur et éleveur de rennes, avec de la buckfast en altitude, et il fait des belles choses. Il prend soin de ses abeilles, et il vend de belles colonies, et il permet aux apiculteurs qui viennent le voir, qui viennent lui acheter un essaim, de passer une journée avec lui. Une journée dans la vie d'un apiculteur, dans la vie d'un apiculteur professionnel, voilà. Et je pense que il a une démarche très intéressante, et la possibilité
de se former auprès d'un apiculteur professionnel quand on achète en plus une colonie, je pense que c'est intéressant et ça étoffe ses connaissances. C'est toujours bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire un email à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode, à bientôt.